mesdames, bonsoir, monsieur. Merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'Appel sur le continent. Deux sujets, deux faits majeurs d'actualité qui vont nous permettre de parcourir un temps soit que nous allons parcourir tout le long de cette émission. Tout d'abord, la question liée au bien mal acquis du côté de la Guinée équatoriale. Eh bien, la justice française vient donc de refuser de restituer un bien matériel appartenant officiellement à l'État équato-guinéen. On évoquera cela dans le cadre de cette édition. Et puis, la guerre du côté de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky qui demande cette fois-là à ce que les portes de la FAO soient désormais fermées au gouvernement russe, responsable selon ces derniers de la grande famine qui est annoncée par plusieurs observateurs si jamais rien n'est fait pour libérer véritablement les exportations de blé et des céréales à travers le monde entier. Des sujets que nous allons parcourir le temps de cette édition. Ils sont deux autour de moi pour me permettre de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces deux faits d'actualité. Gamal Labina, mais surtout Luc Michel que nous retrouvons depuis Bruxelles. Luc, bonsoir, merci de nous retrouver au cœur de cette édition et nous allons démarrer par la Guinée équatoriale, un sujet que vous connaissez particulièrement et qui vous tient d'ailleurs à cœur, lié donc à cette affaire dite des biens mal acquis. Luc Michel, la justice française refuse donc d'octroyer à la Guinée équatoriale cet immeuble appartenant officiellement, en tout cas selon les autorités de la Guinée équatoriale, cet immeuble n'appartenait plus effectivement au vice-président puisque ce dernier avait retrocédé l'immeuble à l'autorité de la Guinée équatoriale. Comment expliquer aujourd'hui la posture de la justice française qui refuse donc de retrocéder cet État à l'État de la Guinée équatoriale? Bienvenue à vous, Luc Michel. Bonsoir à Gamal et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Tout d'abord, il faut dire quelque chose, c'est que c'est la comédie judiciaire, dans le bras de fer judiciaire entre Paris et Malabo qui continue. L'arrêt de la cour d'appel a été rendu en quelques minutes. Il n'a pas été motivé, la cour se réservant le droit de motiver ultérieurement. C'est une parodie de justice. Et comme l'a dit l'avocat de Guinée équatoriale, l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris, Miguel Yondo, hier matin, pendant 12 années, on a rendu des procès politiques, mais on n'a jamais soulevé un amendement à un élément de droit. Il faut dire enfin quelque chose qui est étrange, c'est que dans ce qui est censé être une procédure d'appel, c'est l'avocat général et c'est le procureur qui avait rendu la décision de confiscation en 2018 qui ont déclaré irrecevable aujourd'hui le recours de la Guinée équatoriale. Maintenant, il y a une erreur. C'est Jeune Afrique qui prétend que c'est un nouvel élément des affaires des procès mal acquis. Ce n'est pas le cas. C'est une procédure distincte, une requête qu'on a dit en restitution, qui a été introduite par la Guinée équatoriale contre l'État français. C'est pas du tout le vice-président de Guinée équatoriale qui serait à nouveau jugé. C'est tout à fait inexact cela. Voilà donc l'affaire maintenant qui continue puisque la Guinée équatoriale veut continuer la procédure. L'avocat de Guinée équatoriale a précisé, mais il n'est pas écouté ni à l'Élysée, ni au Quai d'Orsay, ni à la chancellerie de la justice française. Tous ces gens sont autistes. Il a averti la France des conséquences diplomatiques extrêmes qui auraient lieu si l'immeuble était saisi et vendu, évoquant d'ailleurs, comme cela avait été l'année passée, la cessation des relations diplomatiques entre la Guinée équatoriale et la France et probablement des mesures de rétorsion contre l'ambassade de France à Malabo. Il faut dire quelque chose dans toute cette affaire. Tout d'abord, c'est que cette décision, elle est appuyée depuis l'année passée, depuis juin de l'année passée, par une loi de spoliation dont la cible principale est la Guinée équatoriale et l'immeuble de la Demi-Faute. C'est un immeuble de prestige qui est situé à côté dans une avenue parallèle aux Champs-Élysées
et il est estimé actuellement à plus de 100 millions d'euros de valeur. Cet immeuble, évidemment, autour de cet immeuble gravite une cohorte de chacun des avocats, des ONG, notamment les ONG de Georges Soros, Transparency International et Sherpa, des groupuscules de l'opposition écosse-guinéenne en exil, manipulés par les services secrets français et espagnols, une branche de la Corrette, par exemple, la Corrette de Salomon Obeso, s'est même constituée, ne riez pas, en société commerciale dont le but est de s'emparer d'une partie de cet immeuble. D'autres cibles sont évidemment prévues par la France. Il y a la famille du président du Gabon, Ali Bongo. La semaine passée, la justice française a relancé l'affaire des biens mal acquis dans le volet gabonais et la réponse évidemment du Gabon était très simple. On essaye d'opérer une homonymie entre la famille de Bongo et son père en particulier, l'actuel président, qui n'a aucun bien en France et qui n'est pas concerné par les biens mal acquis. Les mêmes procédés sont employés contre la Guinée équatoriale. Les journaux français évoquent la condamnation, par exemple, de Théodore Obiang, laissant croire que c'est le président de Guinée équatoriale qui serait condamné, alors qu'il s'agit de son fils. Lorsque, en 2006, a été monté, je dis bien monté, le dossier des biens mal acquis, le président Théodore Obiang Massogo n'avait aucun bien en France et donc on s'est retourné contre son fils. Maintenant, il faut expliquer, faire la chronologie de cette affaire des biens mal acquis parce qu'elle est éclairante. Avant cela, une dernière précision, c'est que les pays africains ne sont pas les seuls qui sont visés par ceux qui sont de véritables raids de piraterie internationale, d'une galaxie de groupuscules d'ONG, d'avocats avec la complicité de l'État français. La loi de spoliation votée l'année passée, elle vise en effet également l'oncle de Bachar el-Assad qui est visé par une procédure de biens mal acquis à Paris, et également le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé. Le but là-bas n'étant pas de faire une bonne justice, mais de déstabiliser le pays et de détruire la livre libanaise. Dans tous les cas, on trouve le même groupe d'individus, et notamment l'avocat William Bourdon, l'avocat de Transparency et de Sherpa, et qui est le principal associé de Georges Soros en France. Il faut rappeler donc la chronologie des biens mal acquis. Dans le cas de la Guinée équatoriale, contrairement aux autres affaires qui ont été démarrées à la fin du XXe siècle et qui concernent des biens privés, l'affaire de la Guinée équatoriale, elle démarre en 2006 et à partir de 2012, elle ne concerne plus des biens privés, mais des biens appartenant à l'État équato-guinéen. Que se passe-t-il? En 2004, il y a une tentative de coup d'État avec une firme de mercenaires qui est dirigée par un ancien officier des SAS britanniques, Simon Mann. Cette tentative de putsch vise à prendre le pouvoir à Malabo en assassinant le président Obiang Nema et sa famille. Le putsch échoue parce que les militants sont arrêtés au Zimbabwe sur l'aéroport international de Harare. Ils sont neutralisés et ils seront ensuite arrêtés, livrés à la Guinée équatoriale et lourdement condamnés. Derrière ce coup d'État, il y a des pétroliers britanniques, notamment le fils de Madame Thatcher, Mark Thatcher, et il y a George Soros. Celui-ci, de colère en 2006, confie à William Bourdon, son associé, ce qui va devenir les biens mal acquis de Guinée équatoriale, c'est-à-dire un dossier monté tout d'abord aux États-Unis et qui vise donc le vice-président de Guinée équatoriale. Rappelons que celui-ci dispose
d'immunité de fonction en raison donc de ses hautes fonctions, mais la justice française s'assiera sur cette immunité. S'en suivra une série de procédures judiciaires de 2010 jusqu'à 2019 qui aboutiront à la condamnation finale de la Guinée équatoriale. En attendant, en 2017, il y aura une nouvelle tentative de coup d'État avec des mercenaires à Mongomo, sur la partie continentale, à la frontière du Cameroun, du Tchad, du Gabon et de la Guinée équatoriale. La justice camerounaise qui jugera l'affaire, mais également la justice de Malabo, il y aura 2 procès, établira que derrière ce coup d'État, il y a un groupe de pétroliers français, des barbouzes françaises, de nouveau l'avocat William Bourdon et Georges Soros, qui feront l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par Malabo, qui sera neutralisé par les justices françaises et américaines. Et bien entendu, il y aura évidemment tous les protagonistes de l'affaire des biens mal acquis. Nous arrivons à l'année passée, il y aura de nouveau une nouvelle tentative de déstabilisation contre Malabo qui vise les élections présidentielles de 2023. Il y aura cette loi de spoliation faite sur mesure contre la Guinée équatoriale en juin de l'année passée, et donc la tentative définitive de s'emparer de l'immeuble de l'avenue Foch, ce qui conduira à cette procédure de Malabo en restitution devant la Cour d'appel, et donc la continuation de la comédie judiciaire contre Malabo. C'est une affaire très grave parce que Macron, qui a été saisi de l'affaire, l'ambassadeur de Guinée équatoriale, s'est adressé aux plus hautes autorités françaises, et le président Obiang-Nguema Bassongo a même rencontré Macron. Tous ont précisé que la balle était dans le camp de la France, que Malabo ne souhaitait pas voir la rupture des relations diplomatiques, mais qu'évidemment, il souhaitait une attitude raisonnable de la France. Tous ceux-ci sont autistes. Précisons que ceci aura des conséquences pour Paris et non pas pour Malabo, parce que Malabo n'a pas d'investissement en France, il n'a pas d'affaires en France, mais Paris, au contraire, a de grandes activités économiques en Guinée équatoriale, notamment la Société Générale dans le domaine des banques, le groupe Total dans le domaine pétrolier, puisque la Guinée équatoriale est un État gazier pétrolier, et enfin le groupe Accor dans l'hôtellerie. Paris a donc tout à fait d'une rupture des relations diplomatiques avec Malabo. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire, loin des rideaux de fumée qui sont soulevés par Jeune Afrique, qui une fois de plus est une usine à produire des mensonges. Venir Luc Michel pour comprendre véritablement cette fixation faite par Jeune Afrique qui veut absolument, du moins faire comprendre davantage que le procès lui était davantage celui du vice-président de la Guinée équatoriale. L'occasion peut-être pour nous d'écouter Gamal Abina autour de cette question. Gamal Abina, c'est donc clairement une procédure de requête de restitution qui avait été mise en appel donc par le gouvernement de Guinée équatoriale, sauf que cette procédure d'appel s'est donc véritablement frottée donc au refus de la justice française, ça il faut dire clairement, de restituer un bien qui clairement appartient à l'État équato-guinéen. Est-ce que on doit comprendre clairement, comme l'a développé Luc Michel tout à l'heure, que la France veut tout faire pour maintenir quand même cet immeuble qui vaut quand même près de 107 millions d'euros, et donc la France veut véritablement s'en approprier à tous les moyens? Tout à fait, il faut être très précis dans l'explication qui vient d'apporter Luc Michel, qui est extrêmement fouillé. Il a parfaitement raison. Il faut savoir une chose essentielle, c'est que d'abord cet immeuble vaut effectivement 107 millions d'euros. Alors il faut décrire quand même ce qui est mal acquis. Il faut expliquer quel est le niveau de bassesse
de certains dirigeants africains je parle du nord au sud, il n'y a pas de problème là-dessus, lorsqu'ils vont voler. C'est un immeuble qui vaut 107 millions d'euros, c'est un immeuble dans le quartier Avenue Foch, qui est une des rues, effectivement, périphériques du rond-point des Champs-Élysées, donc le quartier le plus cher de Paris. C'est un immeuble qui était équipé non seulement de hammam, de piscine, mais surtout de robinetterie en or. Ça rappelle ce qu'on trouve dans le Golfe, dans certaines monarchies assez ahurissantes, des robinetteries en or, on a que ça à faire. C'est un immeuble qui a été évidemment mal acquis, qui peut dépenser 107 millions d'euros sans travailler, puisque c'est toujours pareil, hein, c'est des politiques qui prennent mais qui ne travaillent pas, pour finalement acheter à Paris, donc finalement transférer les capitaux des pays d'origine vers l'ancienne puissance coloniale ou néocoloniale, parce que c'est pas forcément Paris qui était à la tête de cette région, mais quoi qu'il en soit, c'est un immeuble qui appartient évidemment, hein, puisque c'est un bien mal acquis, c'est de l'argent détourné de l'État guinéen, et donc c'est un immeuble qui appartient à l'État guinéen et pour lequel on refuse une fois de plus, c'est pas la première fois, de restituer ce bien à son vrai propriétaire, au peuple guinéen, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent les pays africains qui ont été dirigés par des dictatures téléguidées par l'Occident, souvent ces pays africains ont placé, je parle des pays arabes ou des pays subsahariens, leur argent en Occident, sous forme soit d'immeubles achetés, soit d'actions dans les sociétés, ou simplement de capitaux qu'ils mettent dans les banques suisses. Et très souvent, évidemment, lorsque ces dictateurs disparaissent, eh bien cet argent, miraculeusement, est endormi. On ne l'entend plus. J'en veux pour preuve, par exemple, de la destruction de la Libye. Il y avait entre 200 et 2000 milliards de dollars de ce qu'on appelait les avoirs libyens qui avaient été placés à l'étranger. L'argent libyen rapportait plus d'argent à la Libye que le pétrole et le gaz. C'est une chose que les gens ne savent pas, c'est-à-dire que les Libyens avaient tellement bien géré leurs capitaux que le fonds libyen d'investissement avait été en mesure de générer plus d'argent par ces placements qui ont eu différentes formes, d'investissement dans les immeubles, dans les transports, particulièrement dans la distribution de pétrole en Italie, mais surtout, et c'est le plus important, dans les capitaux financiers qui rapportaient entre 3 et 5% par an. Eh bien, cet argent a été volatilisé à partir du moment où on a détruit l'État libyen et qu'on a détruit la plupart des dirigeants libyens. Et il se trouve que cet argent n'est pas volatilisé, il est bien en train de dormir dans les banques occidentales, plus particulièrement en Suisse, puisqu'il y a un secret bancaire qui est imposé, et il se trouve qu'on ne peut pas récupérer cet argent. C'est-à-dire que vous avez plein d'exemples, comme Hassan II, par exemple, qui avait 40 milliards de dollars en Suisse. Le Maroc n'a jamais récupéré cet argent, parce qu'une fois que l'argent est déposé, eh bien, on peut considérer qu'il est définitivement perdu. Et la question qui se pose par rapport à des immeubles, c'est plus évident, l'immeuble c'est matériel, c'est un bien qu'on peut parfaitement identifier physiquement, eh bien, c'est de savoir pourquoi est-ce que des juges qui ne motivent pas, et c'est bien de le rappeler, Luc Michel, qui ne motivent pas leur décision, s'autorisent à dire non, ce bien n'appartient pas à l'État parce qu'il aurait été spolié, qu'il aurait été acquis de bon droit. D'abord, il faut se rappeler qu'en France, quand on acquiert un bien, il doit être motivé, l'argent doit être sourcé, on doit savoir d'où vient l'argent. Et ensuite et surtout, si la personne qui est poursuivie a été condamnée dans le pays d'origine, théoriquement, il devrait y avoir une concorde des juges pour se mettre d'accord pour dire que ce n'est pas forcément une vengeance, mais peut-être simplement le fait qu'il faille penser que la personne a utilisé de l'argent qui ne lui appartenait pas pour acheter un bien qui ne lui appartient pas non plus. Donc la question qui doit être mise en exergue aujourd'hui, c'est est-ce que le mot justice en France, lorsqu'on parle d'argent, je parle bien uniquement d'argent, est-ce que le mot justice a un sens dès lors qu'un État qui se pourvoit en justice en France, avec les moyens de la justice française, avec un avocat français, Crossman, est-ce que ces moyens sont réellement, en termes de réponse judiciaire, ou s'il n'y a pas finalement un mélange de genre, à savoir que la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire, exécutif et policier, évidemment, ce pouvoir politique n'interviendrait pas dans la décision des juges. Et ben la réponse coule de source, évidemment, quand on ne motive pas la raison pour laquelle on refuse de rendre ce bien à un État qui est une personne morale dans l'absolu, qui est donc parfaitement en droit de demander la restitution de ce bien, ou au moins les capitaux qui ont été investis dedans. Et bien lorsqu'on ne répond pas à cette question épineuse, cette question essentielle à savoir à qui appartient ce bien et pourquoi on ne le rend pas, c'est qu'il y a une décision non pas de justice qui est mise en place, mais plutôt une décision politique. Et cette décision politique, elle ne participe plus des principes de droit français, elle participe des principes géopolitiques, des principes de rapport d'État à État qui sont très très délétères. Je ne vous cache pas que l'Algérie rencontre les mêmes difficultés par rapport au bien mal acquis, comme la plupart des pays qui ont récupéré une souveraineté et qui veulent récupérer les capitaux qui ont été inutilement dépensés dans de la pierre à Paris. Il nous permet au mieux de comprendre véritablement qu'il y a là une véritable cabale qui est organisée effectivement par la justice française pour mettre effectivement le grappin autour de ce bien matériel qui est quand même visible. Ce n'est pas dans le cas où on a parfois voilà on a affaire à des sommes financières qui ne sont pas
parfois très perceptibles, mais là on a quand même un bien matériel et Gamal l'a si bien dit, les questions qu'on devrait se poser, à qui appartient clairement ce bien. Mais je voudrais, Luc, vous permettre de rebondir tout à l'heure sur cette démarche justement de Jeune Afrique qui à l'ouverture effectivement de cette procédure de requête sur la restitution de ce bien qui a été d'ailleurs introduit en appel. Eh bien, Jeune Afrique plutôt évoquait plutôt l'ouverture, alors la réouverture donc d'un procès contre le premier vice-président équato-guinéen, chose qui n'était pas effectivement à l'ordre du jour. Alors comment comprendre effectivement, Luc, à votre niveau, cette démarche de Jeune Afrique? Avant de répondre, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Gamal Abina et je suis indigné de ce que je viens d'entendre. Gamal Abina reprend exactement les arguments de Maître Bourdon de Transparency International, qui est le principal associé en France de Georges Soros. Tout d'abord, il ne s'agit pas de bien voler au peuple ou à l'État équato-guinéen, puisque en Guinée équatoriale, ce ne sont pas des délits, que tout cela est légaux, mais deuxièmement, parce qu'il s'agit d'une cabale géopolitique menée pour déstabiliser la Guinée équatoriale depuis 2004 et qui n'a rien à voir avec la bonne gouvernance ou avec l'argent volé en Algérie ou en Libye, des dossiers que je connais bien. Deuxièmement, il ne s'agit pas, contrairement aux affaires de biens mal acquis, de biens privés, comme dans le cas du Gabon ou du Congo-Brazzaville, mais d'un immeuble qui appartient à l'État gréco-guinéen où est établie l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. Il ne s'agit pas du tout d'un immeuble privé. Et les histoires qui visent à raconter qu'il y a dérobé des triangles, des amades, des cinémas, etc. Moi-même, je me rends régulièrement à l'ambassade à Paris. Je peux vous dire qu'il s'agit d'un immeuble diplomatique et consulaire dans lequel existent des bureaux et une chancellerie et la résidence de l'ambassadeur, et qu'il faut arrêter de faire la propagande de l'État français et de Georges Soros en racontant n'importe quoi. C'est la première fois que je me trouve en face à Gamal Abina pour l'entendre réciter le catéchisme d'une organisation de Soros. Ça n'a rien du tout à voir avec la bonne gouvernance. Ce qui est derrière l'affaire bien acquis, c'est d'une part la géoéconomie s'emparer d'un État pétrolier et gazier modèle qui est le principal allié dans les États producteurs de gaz de la Russie et de l'Iran. Et deuxièmement, il s'agit d'un dossier géopolitique puisqu'il s'agit de s'attaquer au golfe de Guinée, donc un État dans le golfe de Guinée qui est le principal État allié à la Chine et à la Russie. Notamment en 2015, le président de Guinée équatoriale a ouvert à la flotte de guerre russe tous les ports de guerre de Guinée équatoriale, neutralisant les flottes occidentales dans le golfe de Guinée. Le vice-président condamné, Théodore Obiang-Nema Massogo, a été reçu en tête-à-tête en janvier 2020 à Moscou par Vladimir Poutine, volontairement en tête-à-tête et avec tous les honneurs, de façon à ce que Moscou déconsidère les jugements de la justice française. C'est également l'interlocuteur des généraux chinois de l'armée populaire de libération. C'est un homme d'État responsable de 54 ans, très populaire dans son pays, et l'un des successeurs potentiels du président, et pas du tout, comme le présentent les journaux français, comme un gamin, un golden boy, qu'on assimile à des fils, notamment le fils du président de Sierra Leone, qui est un footballeur et un gamin, etc. Il faut donc arrêter ce que je viens d'entendre, de déverser la justice française. Tout cela n'a rien à voir avec des biens mal acquis, n'a rien à voir avec de l'argent volé. Tout ceci est un dossier géopolitique de déstabilisation de la Guinée équatoriale. Ceux qui me suivent sur les antennes d'Afrique Média depuis 2014 me voient intervenir à longueur d'année contre la déstabilisation des États-Unis et de l'État français dans cette affaire. Ce sont des prédateurs occidentaux qui n'est pas question de soutenir. Jeune Afrique, évidemment, c'est en France le perroquet, la voix de son maître de ces milieux.
Qu'est-ce qui oppose Jeune Afrique à Malabo? Malabo a essayé, à un moment donné, de faire entendre raison à Jeune Afrique. Et Jeune Afrique a fait du chantage. Il a demandé des sommes considérables pour changer de position, comme il le fait régulièrement dans des dossiers. Et depuis, Malabo est l'objet de l'hostilité de Jeune Afrique. Jeune Afrique fait donc point que le procès en restitution, qui est une initiative de Malabo, serait une suite du procès des biens mal acquis. Ça n'en a rien à voir. Et le vice-président n'a plus rien à voir dans cette affaire. C'est un procès qui oppose l'État de Guinée équatoriale et son ambassadeur à Paris à l'État français. Voilà ce qu'il faut en retenir. Il faut arrêter avec toute cette histoire de bien voler aux Africains, de biens mal acquis, etc. Il s'agit simplement d'espèces de raids de piraterie internationale menés par la justice française qui s'est accordé des qualités de ce qu'on appelle de juridiction universelle dans une série de dossiers. Il n'y a pas seulement la Guinée équatoriale ou le Gabon, il y a le Liban, par exemple, où il y a encore la Syrie. Tout cela est inadmissible. Ce n'est pas de la justice, de la bonne gouvernance, etc. C'est tout simplement de la piraterie internationale. Et l'un des acteurs de ces actions qui les a rendues possibles, ce sont les réseaux de Georges Soros, Transparency, Sherpa, Amnesty International et compagnie. Le principal acteur de ces dossiers en France étant William Bourdon, qui est un proche associé de Georges Soros en France, mais également de l'État français. À un moment donné, sous le président Hollande, Bourdon avait fait entrer, comme on dit, à l'Élysée, et à l'époque, l'opposition équatorienne, la fameuse Corrèze, était reçue au congrès du Parti français socialiste par Laurent Fabius à Soissons, pardon. Voilà tout ce qu'il faut retenir dedans. Et voilà donc pourquoi il faut, bien entendu, restituer le cadre de ces affaires tel qu'il doit être fait. Très certainement tout à l'heure pour évoquer avec vous cette loi donc sur la spoliation qui a été votée et légalisée du côté de la France. Gamal, je vous retrouve et là on veut véritablement croire à la philanthropie de la France mais surtout de sa justice. Alors si tel est donc vrai que c'est une démarche qui vise davantage le bien des peuples africains, pourquoi décider de maintenir en captivité, passez-moi l'expression, eh bien l'héritage qui puisait matériel d'un État comme celui de la Guinée équatoriale, puisqu'il est clairement établi que eh bien cet établissement, du moins cet immeuble appartenait clairement à l'État équato-guinéen et qu'il servait d'ailleurs pour servir de cadre pour l'ambassade de Guinée équatoriale du côté de la France. Pourquoi est-ce que la justice, si on veut bien croire aux bonnes grâces de celle-ci, parlant de la justice française, ne procède pas clairement à l'identification, mais surtout à la rétrocession de ces biens matériels à l'État de Guinée équatoriale? Alors, je donne un bon point à Luc Michel, parce qu'il est effectivement très expert dans ce qu'il dit. Les sous-jacents politiques, évidemment, n'est pas absent de cette histoire. Alors, évidemment, j'ai les informations qu'on reçoit en France. J'ai pas forcément tous les éléments. Par contre, une chose est certaine, c'est que la démarche, elle est évidente. Alors évidemment, Luc Michel semble bien connaître la question géopolitique, et il a raison sur la question du pétrole et de toute la région du Golfe et de Guinée qui est très très riche. Mais effectivement, il y a un aspect qu'on ne peut pas écarter, vous venez de poser la bonne question, c'est pourquoi les Français qui sont toujours parés de bonnes intentions, je parle donc de l'État français, puisque les juges ne font qu'exécuter les décisions d'un État, pourquoi les Français prétendent vouloir défendre les intérêts des peuples et finalement ne pas restituer leur richesse? C'est ça la question qui se pose. C'est pas de savoir si le bien est mal acquis, puisqu'il a été restitué en 2012, semble-t-il, dans le cadre d'une procédure par ailleurs justice. C'est pas le propos. Le propos, c'est de se dire, est-ce que la justice française, une fois qu'elle tranche une décision, elle l'a fait, donne raison au peuple guinéen et renvoie l'argent et les capitaux. C'est pas ce qui se passe. Ils donnent toujours raison à une X ou Y partie, mais ils s'en fichent complètement en vérité. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le statu quo, c'est de donner une décision de justice qui traînera en longueur. C'est quand même des procédures qui prennent des années, puisqu'ils prennent tout le temps de la décision de justice. Donc quand on dit toujours que la justice a un temps long, ça peut durer très longtemps. Je vais vous donner un exemple très concret qui va parler. On a un homme en France qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Ça va vous parler tout de suite, vous allez comprendre le rapport entre les deux. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un chrétien libanais de gauche qui se battait
pour la cause libanaise et palestinienne. Il a été poursuivi pour une affaire d'attentat et il a été condamné à la prison. La peine de prison de sûreté, c'est 22 ans. Il a dépassé les 30 ans de prison, il ne sort pas de prison. Rien n'est respecté, aucun des termes de droit français n'est respecté, on ne veut pas qu'il sorte. Pourquoi? Parce que c'est un prisonnier politique, ça n'est pas un prisonnier comme l'autre. C'est pareil pour les biens mal acquis, comme on les appelle, qu'ils soient bien acquis ou mal acquis. Bon, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse acheter un immeuble de 107 millions d'euros si c'est pas l'État qui le fait, mais imaginons que ce soit l'État, il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. De toute façon, l'objectif in fine de ceux qui font les procédures, c'est certainement pas de rendre l'argent. J'ai parlé de l'argent de Kadhafi. On prétendait être l'argent de Kadhafi, qui était l'argent de la Libye, puisque Kadhafi n'avait pas l'argent, en vérité, c'est un mythe. Eh bien, l'argent de la Libye ne sera jamais restitué. Quand on va faire main basse sur une richesse, on ne la rend jamais. C'est ça l'obsession des Occidentaux en règle générale, c'est qu'une fois qu'ils ont pris de l'argent, les principes éthiques, le droit et tout ça, ça disparaît. Par contre, ils rappellent très souvent, ils ont rappelé pendant des décennies aux Russes qu'il y avait eu un emprunt russe et qu'il fallait que la Russie leur rembourse. Ce qu'elle a fait. Donc, il faut pas se tromper de combat. Je pense que là-dessus, quels que soient les sous-jacents, effectivement, j'ai pas tous les sous-jacents politiques, parce qu'évidemment, j'ai pas l'expertise sur la Guinée équatoriale, sur d'autres Guinées d'ailleurs, que ce soit quelles que soient les différentes Guinées ou des anciens territoires anglo-français. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'objectif. On donne une décision de justice qui va geler la procédure, qui va faire croire qu'on va rendre les biens parce qu'on serait plein de bonnes intentions. Georges Soros n'étant pas celui qui est le mieux intentionné du monde, on le sait, avec ses révolutions de couleurs, on a l'habitude des manœuvres de Soros, qui va aider d'un côté les Femmes et qui va aider le CTF de l'autre. Ça vous dit un peu le grand écart. Ce qui intéresse ces gens-là, c'est uniquement leurs intérêts. C'est-à-dire, quelle que soit la couleur que vous avez, à partir du moment où ça sert leurs intérêts politiques, leurs intérêts économiques, puisque Soros c'est un homme d'affaires qui a fait fortune grâce au hedge fund, le fonds de pension américain. George Soros qui a fait main basse sur l'argent de la Banque d'Angleterre, par exemple. C'est un type qui fait de l'argent, c'est tout. Eh bien, ces gens-là ont une démarche qui est de servir avant tout leurs intérêts. Je parle de Soros parce que lui, c'est une caricature, mais les États occidentaux ont le même principe. Ils servent que des intérêts clairement particuliers, puisque c'est souvent les dirigeants qui s'en mettent plein les poches. Ça, on en parle moins. C'est eux-mêmes, on est bien mal acquis. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'une décision de justice est rendue, pourquoi elle est rendue et que finalement, ça n'aboutit à rien, quel que soit le type de condamnation d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de se dire que finalement, l'État guinéen ne bénéficiera pas de cette décision, même s'il avait été allié avec la France. Je veux dire, même quand on voit le nouveau pouvoir en Libye, par exemple, qui est installé par la force, logiquement, ils auraient dû récupérer leurs capitaux. Eh bien non, ils ne récupèrent pas leurs capitaux. L'État est en cessation de paiement. On a un recul de l'électrification du pays, puisque maintenant on est descendu à 70%, alors que le pays était électrifié à 100%, uniquement parce qu'effectivement, les rapports de force internationaux font que l'intérêt de l'Occident, c'est de ne pas restituer l'argent. Et là, c'est bien mal acquis dans l'autre sens, des pays souverains. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser de cette décision? Le sous-jacent politique importe peu. L'État guinéen ne verra pas la couleur de cet argent. C'est 3000 mètres carrés, ça c'est indiscutable, qui ont été bâtis maintenant, qui est ou pas des robinets en or, qui est ou pas des cinémas ou des hammams. Ça, c'est pas tellement important. On en a vu dans d'autres sphères. Ce qui est important, c'est que cette fortune considérable qui est en plein cœur de la capitale parisienne, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, tout un symbole, eh bien cette fortune ne sera pas rendue à son état légitime, tout comme la plupart des avoirs bancaires qu'on ne voit pas, par contre c'est moins évident, ne seront jamais rendus à leur état d'origine. Et c'est bien que Luc Michel, pour le coup, m'ait corrigé, parce que j'ai pas une expertise totale sur cette question-là, malheureusement. Je connais mieux les questions orientales, évidemment. Sur ces questions vraiment de rapport géopolitique sur certains États, je ne maîtrise pas forcément, mais ce qui est certain, c'est que, in fine, le grand gagnant, ça reste l'État français. C'est du moins l'élément sur lequel nous tous on est quasiment unanime ici, Luc Michel, c'est que à la fin la France sort finalement gagnante sur cette véritable question. Mais je reviens à vous, Luc, parce qu'on veut davantage croire peut-être à la bonne démarche, mais surtout à la philanthropie de la justice de l'État français pour dissocier un tout petit peu le pouvoir politique de celui judiciaire, même si on a quasiment l'impression que c'est du pareil au même. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne réussit donc pas clairement, puisque je voulais donc évoquer tout à l'heure cette loi sur la spoliation qui est aussi un véritable braquage officialisé par l'État français. Pourquoi est-ce qu'on ne restitue pas clairement ces biens matériels aux États concernés, si tel est établi que ces biens-là ont été, entre guillemets, passez-moi l'expression, volés au peuple guinéen? Pourquoi est-ce que la France ne retrocède pas finalement ces richesses-là aux États concernés? Écoutez, ce dossier, il demande pas seulement une expertise géopolitique, il demande une expertise judiciaire. Ce qu'on vient d'expliquer n'est pas exact. Cette affaire, tout d'abord, n'a rien à voir avec la confiscation des fonds libyens qui relève d'une décision des Nations Unies
et qui est un vol évidemment des fonds souverains libyens. On parle de 1000 milliards de dollars qui n'ont jamais été restitués. Il y a eu une procédure judiciaire, un procès privé en Belgique avec un des fils du précédent roi des Belges, le prince Laurent, qui l'opposait à l'État libyen. Eh bien, on a découvert que des milliards d'euros dormaient toujours sur des comptes bancaires belges. Dans le cas de l'affaire des biens mal acquis, jusque juin 2019 et la loi de spoliation du Sénat et de l'Assemblée nationale française, lorsque la France confisquait un bien, elle en devenait le propriétaire. Ce bien était confié à un organisme qu'on appelle l'Agrasc, qui gère ces biens et il sert à financer la justice française. Mais la loi de spoliation de juin 2019, qui concerne, je précise donc, le Liban, la Syrie, le Gabon, le Congo-Brazzaville et principalement la Guinée équatoriale, elle change tout. La loi ne confie plus à l'Agrasc que la gestion des biens, mais au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay est chargé de restituer à des organisations de son choix, des ONG d'opposition et des organismes politiques d'opposition afin de les financer dans leur opération de déstabilisation de leurs États. C'est là qu'intervient la Corinthe équato-guinéenne et les ONG de Georges Soros, puisque le Quai d'Orsay doit leur attribuer une partie de ces fonds volés à l'État équato-guinéen et qui servirait à financer sa déstabilisation. Donc l'État français n'a plus rien à voir dans la prise en compte de cet argent, mais il va s'en servir pour financer la déstabilisation de Malabo, de Beyrouth, de Damas, de Congo-Brazzaville, mais également du Gabon, puisque la semaine précédente, on a reconstitué tout un pan de l'affaire gabonaise des biens mal acquis. Voilà ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de restitution au peuple équato-guinéen. La Guinée équatoriale a d'ailleurs un cas similaire. Vous savez que Georges Soros a initié un second volet de biens mal acquis, cette fois-ci aux États-Unis. Eh bien, dans le cadre de cette confiscation par la justice américaine, l'État équato-guinéen a négocié avec le fisc américain. Ils ont ensemble déterminé des ONG sociales de façon à aider vraiment les équato-guinéens. Et l'argent confisqué aux États-Unis, on est également en présence de millions de dollars. Eh bien, il va être vraiment restitué au peuple équato-guinéen. L'année passée, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat français ont adopté la loi de spoliation, celle-ci a été condamnée par le State Department américain. Ne croyez pas que les Américains sont des amis de la Guinée équatoriale. Ils essayent eux aussi de déstabiliser le pays depuis les années 2004-2005, mais la justice américaine est une justice indépendante. Le fisc américain est un fisc indépendant, contrairement à ce qui se passe en France, où l'Élysée et le Quai d'Orsay contrôlent tout, et où les magistrats sont aux ordres du garde des Sceaux. Voilà donc ce qu'il faut retenir de toute cette affaire. Les Français, s'ils avaient voulu restituer cet argent au peuple équato-guinéen, ils disposaient, avec l'aide de Malabo même, ils disposaient des voies pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et j'ajouterai une dernière chose pour terminer. Ils vont le payer très cher parce que la Guinée équatoriale est décidée à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser humilier. Une des choses que l'on veut faire, c'est humilier la famille Obiang de façon à déstabiliser le pays. En 2018, cela n'arrivera pas.
Vous l'avez d'ailleurs si bien dit, il va falloir s'attendre certainement à une réciprocité de la part de l'État de Guinée équatoriale si jamais cette procédure de requête de restitution qui a donc été mise en appel ne venait pas à obtenir gain de cause et bien vous avez d'ailleurs semblé nous faire savoir qu'il y aura une réciprocité sur des domaines d'investissement pour lesquels la France est fortement et grandement déployée du côté de la Guinée équatoriale. Oui, bien entendu, les Français ont tout à fait. Vous savez, une fois l'immeuble de la Guinée équatoriale volé, parce qu'il sait bien de ça qu'il s'agit, l'ambassade va fermer. Le Quai d'Orsay a demandé à l'ambassadeur de Guinée équatoriale, que je connais bien puisque c'est un ami, a demandé à ce qu'on relocalise dans un autre bâtiment l'ambassade de Guinée équatoriale, et l'ambassadeur Miguel Lourdeau a refusé. Si l'ambassade doit quitter l'immeuble de l'avenue Foch, il ne sera pas réouvert ailleurs. Et évidemment, ce sont les usages diplomatiques. Si on ferme une ambassade, l'ambassade du pays concerné est fermée dans l'autre pays. On a déjà un cas d'ailleurs. L'année passée, la Grande-Bretagne, instigée dans un complot par les Français, où on retrouve encore la Corrette et Maître Bourdon, eh bien, a pris des mesures de confiscation de biens équato-guinéens à Londres. Immédiatement, les équato-guinéens ont fermé, ont rompu les relations diplomatiques avec Londres. C'est la même chose ça a été un exemple que Paris n'a pas compris et un avertissement. Et c'est la même chose qui va se passer si l'affaire de l'ambassade de l'avenue France se termine mal. Les équato-guinéens, une fois l'affaire de cet immeuble terminée, n'ont plus rien à faire. La Guinée équatoriale n'a pas de biens, elle n'a pas de grands hôtels, elle n'a pas de banques, elle n'a pas de fermes et de sociétés commerciales en France. Mais les Français ont des biens considérables en Guinée équatoriale. Je le rappelle donc, Total dans le domaine du pétrole, la Société Générale dans le domaine des banques, le groupe Accor, qui est le plus grand groupe dans le domaine des hôtels. Voilà donc ce que la France va perdre, évidemment. Ajoutons que, contrairement à ce que nous a dit Gamal, la Guinée équatoriale n'est pas une ancienne colonie britannique ou française. C'était en Afrique la seule colonie espagnole. Elle était constituée de 2 colonies, ce qu'on appelait le Rio Novo, c'est-à-dire la partie continentale aujourd'hui de la Guinée équatoriale, et un chapelet d'îles avec l'île d'Adobo et l'île de Bioko où est établi Malabo. En 1968, le dictateur fasciste Franco a été obligé de donner l'indépendance à la Guinée équatoriale, où il a contribué à établir une dictature qui va détruire le pays pendant 11 années. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, le lobby néocolonial espagnol, qui est lié à la cour d'Espagne et au palais de la Moncloa, c'est-à-dire au service du Premier ministre espagnol, va mener des tentatives sans fin de déstabilisation de façon à rétablir un contrôle néocolonial sur Malabo. Donc Malabo a choisi d'intégrer la francophonie et la zone du franc CFA parce qu'au départ, le président Demba Massongo ne voulait pas de l'isolement de son pays et parce que c'est un francophone et un francophile, il parle français et il aime la culture française. Aujourd'hui, évidemment, si la France persiste dans ses opérations de spoliation de la Guinée équatoriale, cette amitié va se terminer et ce sera la rupture entre la Guinée équatoriale et Paris. On va continuer à scruter cette actualité, mais Gamal Abina, est-ce que la France aujourd'hui est moralement mieux placée pour faire un procès à l'Afrique aujourd'hui quand on connaît quand même le passé impérialiste de cet État-là qui
se nourrit et s'est toujours nourri effectivement de la spoliation des richesses africaines. Est-ce que l'occasion n'est pas véritablement donnée aujourd'hui au peuple africain de poser sur la table la question forte donc d'ester aussi en justice pour véritablement demander à la France des comptes au regard de son passé impérial? Est-ce que la France est mieux placée aujourd'hui pour faire un procès pareil à un État africain? Ah oui, une petite correction. J'ai jamais dit que c'était français, les Guinées équatoriales. C'est sous influence française depuis qu'ils ont adopté le français en 97. Ils ont adopté le franc CFA. Et c'est vrai que c'était d'abord une colonie espagnole. Et avant encore une colonie portugaise. C'est redevenu une colonie espagnole. Mais ça, c'est un pays qui a subi de vagues de colonialisme, comme on l'a vu au Maroc, par exemple, qui était partagé entre le Portugal, l'Espagne par la suite, et la France, évidemment, qui se partageait une partie du territoire. Donc c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'ai pris le terme français parce qu'ils font partie de la zone d'influence malheureusement économique française aujourd'hui. Et effectivement, l'influence française néfaste, c'est pas celle des Espagnols, puisque Franco évidemment a dû céder malgré tout, même si il a cédé la plupart de ses territoires jusqu'à sa mort en 75. Mais j'ai pas dit que c'était français, j'ai dit juste que c'est vraiment le giron néocolonial français qui est vraiment très installé là-bas malheureusement, et on le retrouve un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais pour répondre à la question, oui, la France n'est pas bien placée pour donner des leçons de démocratie. Parce que déjà même chez eux, la démocratie ne fonctionne pas vraiment, mais surtout des leçons de bienséance et de bonne gouvernance. On peut pas recevoir des leçons d'un pays qui est arrivé pour, pas en Guinée, mais dans la plupart des pays d'Afrique où ils ont été, pour spolier les biens de ces pays et qui aujourd'hui nous expliquent que finalement il faut une bonne gouvernance. C'est un mot magique qui a été inventé dans les années 90 d'ailleurs, la gouvernance, pour donner le sentiment qu'il faille donner des leçons à des dirigeants africains qui seraient pas assez bons gestionnaires. Depuis cette fameuse rencontre à la Baule que Mitterrand, un des plus grands dictateurs français qui se prétendait démocrate, donner des leçons aux Africains parce que la chute des pays de l'Est, la chute du mur de Berlin, il s'est dit c'est une possibilité de faire de la démocratie partout, sauce française évidemment, démocratie en imposant un dictateur au pouvoir qui gagne à 90%, voire 99%, eh bien ça n'est pas très sérieux. On peut pas prendre des leçons d'un pays qui a aussi un indice de corruption qui est très élevé. La France n'est pas bien placée dans le monde, je crois qu'elle est autour des 26e ou 30e position en termes de corruption. On peut pas donner des leçons quand on a un passé colonial qui a été spoliateur. On peut pas donner des leçons quand le pays, je parle de la France, est très mal géré, ça se passe pas bien en France, il y a une économie qui est en berne, il y a une désindustrialisation, il y a un désamour du peuple français vis-à-vis de ses politiques. Bref, c'est compliqué de dire auprès aux pays africains, regardez chez nous, si ça se passait bien, si c'était vraiment un modèle de réussite économique, politique et démocratique, on pourrait éventuellement entendre de la part de l'ancien pays qui a été quand même barbare, peut-être qu'il y avait de bonnes choses à prendre, mais depuis 60 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Toutes les bonnes directives économiques données par la France ou par le Fonds monétaire international, le FMI, Banque mondiale et autres, eh bien, ça a donné une catastrophe économique dans ces pays-là. Tous les plans de réajustement structurel ont été des mauvaises blagues qui ont détruit encore plus et fragilisé le tissu social de ces pays, parce qu'il fallait, soi-disant, dégraisser le pôle administratif et les fonctionnaires. Et donc, non, la France ne veut pas donner des leçons, c'est pas très sérieux de dire cela. Il faut penser que si on doit prendre une leçon d'un pays, d'abord c'est un pays qui réussit, c'est pas un pays qui est en déclin. Ensuite, et surtout pas un pays qui vous a martyrisé, torturé, spolié. Il faut un pays qui ait quand même une certaine distanciation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand on parle des Chinois, des Russes, des Iraniens, d'autres pays dans la région, ou même simplement des pays africains entre eux, tout simplement. On peut entendre des leçons de ces pays-là qui ont une certaine réussite, mais en aucun cas de l'ancienne puissance tutélaire coloniale, même si les Français n'étaient pas les colons en Guinée, mais aujourd'hui ils ont pris un ascendant quand même assez important quand on tient la monnaie, quand on influence culturellement, quand le français est consacré en 97 comme langue nationale. Tout ça, ça inquiète. Alors évidemment, les Équato-Guinéens, ils préfèrent encore s'arrimer à un pays comme la France, qui reste une grande puissance européenne, plutôt que l'Espagne, qui a eu des moments très difficiles. Mais ça ne changerait au fait que non, on ne peut pas accepter un partenariat avec un pays qui vous a littéralement spolié. Alors je parle évidemment des pays occidentaux en général. On va faire simple, France, Portugal, Espagne et Angleterre. C'est les principales présences occidentales en Afrique. Après, il y a quelques petites présences ça et là, après la conférence de Berlin. Mais ça, et la Belgique. Je vais faire honneur à Luc Michel. Effectivement, la Belgique a eu un gros morceau en Afrique, dans des conditions assez discutables, assez fantaisistes. Ils ont eu le Congo belge, le Congo Kinshasa et Brazza, et puis une partie de Rwanda et Burundi. Mais en dehors de la Belgique, c'est un cadeau qu'on leur a fait qui est assez bizarre d'ailleurs, mais ce serait intéressant que Luc nous en dise plus là-dessus. Mais sinon, c'est les 4 grandes puissances d'Europe occidentale, et je parle bien de l'Occident européen. Donc c'est tout ce qui est frontière, tout ce qui est à la frontière de l'océan Atlantique. Ces 4 grandes puissances maritimes, France, Angleterre, Espagne, ont été les plus prédatrices et les plus destructrices. Et moi, je pense que réellement, aujourd'hui,
peut-être sur le plan culturel et encore, il vaut mieux s'écarter de ces gens-là et se rapprocher de pays qui n'ont pas un passé extrêmement douteux, quand même ça a été le cas. Donc effectivement, à réfléchir, non, on ne prend pas de leçons de la France. La France pourrait prendre des leçons, en vérité, de gouvernance, elle devrait en prendre, parce que ce qui s'est passé après les Gilets jaunes n'a pas été très glorieux, et puis surtout en termes de corruption, en termes de manque de séparation de pouvoir, parce qu'on voit bien dans ce dossier-là qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, en termes effectivement de dignité et d'honneur donné, je pense que c'est pas les mieux placés. Donc effectivement, je réponds à une question, non, la France n'a pas à donner de leçons à n'importe quel pays africain en demeurant. Gamal Abina, Luc Michel, il est clairement établi sur nos Gamal qui du moins c'est d'ailleurs le commun de tous les Africains. On a pratiquement rien à prendre, que ce soit en méthode en bonne gouvernance de la part de la France. Mais est-ce que là, tel qu'on est parti, on a vu comment est-ce que la gestion, eh bien, des objets d'art pourtant volé par la France a été plutôt est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, il y a des démarches qui sont faites pour demander que l'on puisse retrocéder cela calmement aux États africains, comme s'il n'y avait pas un acte qui avait été fait, c'est-à-dire comme s'il n'y en avait pas un vol préalablement qui avait été fait par la France. Et la France qui demande à retrocéder calmement ces objets d'art qui ont quand même été pour la plupart vidés de leur véritable substance spirituelle autre. Alors, est-ce que l'Afrique, elle également, n'est pas capable d'ester aussi en justice contre l'État français pour la spoliation de ces terres depuis la période précoloniale, coloniale, avec notamment cette démarche de néocolonialisme qui continue davantage à brader les richesses du sol et du sous-sol du continent africain? Les colonies de tous les pays, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., elles reposent sur le vol. Il y a des universitaires qui étaient parus l'année passée au Maroc, qui expliquent que tout d'abord l'Occident s'élève par l'esclavage, et lorsque l'esclavagisme n'est plus possible pour des raisons morales qui sont soulevées par les révolutionnaires français, en particulièrement Maximilien Robespierre, que Kadhafi admirait beaucoup et moi aussi, eh bien, on passe de l'esclavagisme au néocolonialisme. Il s'agit de nouveau pour les Européens de s'attribuer des richesses et en les volant aux Africains. Voilà ce qu'est le néocolonialisme. À ces jours-ci, le roi des Belges est en visite au Congo, où il mène une grande comédie néocoloniale avec la complicité du président congolais Félix Tshisekedi, qui a fait toute sa carrière dans l'orbite du State Department, du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères belges. Il vient par exemple de prêter pour 60 ans un masque d'une très grande valeur religieuse au Congo, prêter un masque pour 60 ans, alors que ce masque a été volé au siècle précédent au Congolais. C'est tout cela le colonialisme. Dans le cas de la Guinée équatoriale est au confluent de trois néocolonialismes. Il y a tout d'abord les Américains qui veulent s'emparer pour des raisons géoéconomiques du pétrole du golfe de Guinée et géopolitiques des positions stratégiques. Je ne m'attarderai pas sur celle-ci. Deuxièmement, il y a le néocolonialisme français qui veut s'emparer des richesses de la Guinée équatoriale. Et troisièmement, il y a le lobby néocolonial espagnol. Il faut revenir sur celui-ci parce que c'est un cas unique en Afrique et qu'il joue son rôle dans la déstabilisation de la Guinée équatoriale. En 1968, Franco est obligé d'accorder l'indépendance à ses colonies africaines. Il établit en Guinée équatoriale où il fusionne une série de colonies. Il établit une dictature militaire. C'est du dictateur fou, Macias. Celui-ci va diriger le pays pendant 11 ans avec l'aide de Franco et il est renversé en 1979 par l'actuel président qui rétablit la celui-ci va créer une série de partis d'opposition dits en exil
des partis fantoches néocoloniaux, sans aucune assise locale au pays, et il va une série de tentatives de putsch avec des mercenaires, notamment celui avec des mercenaires espagnols de 1999. Lorsque ceux-ci vont échouer, il va avoir à partir de 1999 une rivalité entre les anglo-saxons, les Français et les Espagnols. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir du gaz et du pétrole en Guinée équatoriale et que le pays est devenu du jour au lendemain, en quelques mois, Dorado pétro-gazier. Il y a dès lors la tentative de putsch avec des mercenaires de 2004, appuyée par les anglo-saxons et les Français. Il y a l'affaire de procédure des biens mal acquis, appuyée par les Américains, les Français et Georges Soros. Il y a deux tentatives de coup d'État, toujours appuyées par Severo Moto, qui est un putschiste compulsionnel, qui ont lieu à partir du Gabon en 2010-2011 qui vont échouer. Il y a la tentative de putsch de Mongomo en 2017 par des pétroliers français, les réseaux de Georges Soros, et de nouveau Severo Moto. À partir de 2017, Severo Moto se rapproche des services secrets français. Il devient un des patrons de la Corrette, une des Correttes. Au départ, il y a trois Correttes, une Corrette espagnole, une Corrette française, une Corrette allemande qui sont rivales. Aujourd'hui, il ne subsiste que la Corrette française de Salomon Obeso, qui est le cousin d'une famille dirigeante de Guinée équatoriale, et évidemment qui est instrumentalisé, maraboutisé par les services secrets français et espagnols. Toute cette opposition en exil aujourd'hui, elle est à la confluence des services français, des services espagnols et des services britanniques. C'est une affaire de barbouzes, de multinationales et de pétroliers. C'est cela qu'il faut retenir. Et au milieu de tout cela, bien loin d'être une histoire de bonne gouvernance, de restitution de biens volés, les biens mal acquis, c'est une arme dans les mains de tous ces gens pour déstabiliser la Guinée équatoriale. De sortir autour de cette thématique, je voudrais singulièrement, pardon, Luc, vous permettre de garder la parole. Est-ce que, telles que les choses sont donc clairement définies et dessinées, est-ce que la France va accepter avoir donc dans son dos la Guinée équatoriale si jamais, eh bien, l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France venait être définitivement expulsé, en tout cas de cet immeuble-là, et que l'ambassade ne soit plus fonctionnaire du côté de la France? Est-ce que la France, il faudrait pas s'attendre à, j'ai envie de dire, un arrangement à l'amiable entre lui et la Guinée équatoriale? Est-ce qu'il y aura un affront réel entre ces deux pays au regard des intérêts qui lient principalement la France à la Guinée équatoriale? Cet arrangement à l'amiable, il a été proposé directement à Macron par le président Biagdema Bassongo. Il est présidé depuis des mois par l'ambassadeur Miguel Ododo, qui se démène pour que les choses ne tournent pas mal, mais jusque maintenant, les Français sont autistes. Vous savez, il y a un livre célèbre du journaliste Antoine Blazer, c'est arrogant comme un Français en Afrique. C'est ce qui se passe avec la Guinée équatoriale. Les Français sont arrogants et ils méprisent la Guinée équatoriale. Ils considèrent que Malabo, c'est un petit État en surface, en territoire ayant d'importance, et ils considèrent que les Équato-Guinéens doivent être traités avec mépris. Ils pensent que Malabo n'osera pas rompre et que Malabo, au contraire, va se coucher devant Paris, comme beaucoup d'Africains le font depuis des années. Macron est donc d'une arrogance totale, et les gens du Quai d'Orsay, qui sont des petits fonctionnaires irresponsables, encore plus. La bienveillance des Équato-Guinéens est prise pour de la faiblesse. Moi, je les connais bien, c'est une erreur. Ce sont des gens qui ont reçu d'éducation espagnole. Ce sont des gens qui sont fiers, qui tiennent à leur dignité et leur respect, et qui demanderont cette dignité et ce respect. Ils n'accepteront jamais que l'immeuble soit saisi et soit vendu. D'autre part, il y a un problème technique qui est un problème de droit international. Les conventions de Vienne
sur les usages diplomatiques, si elle permet à la justice d'un État de confisquer une ambassade, elle ne permet pas de le saisir, elle ne permet pas d'expulser ses diplomates, elle ne permet pas d'expulser ses biens. L'ambassadeur de Paris n'est pas décidé à quitter les lieux. Les Français devraient donc employer la police française et mener véritablement un acte illégal des voies de fait, une rupture totale des usages diplomatiques en violation des conventions de Vienne s'il devait agir. Tout cela, évidemment, inaugure mal de l'avenir et aurait des conséquences considérables, pas seulement d'ailleurs contre l'ambassade de France à Malabo, mais contre toutes les possessions françaises en Guinée équatoriale.